Je vais laisser se présenter. Donc, bonjour à tous, comme Thibault l'a dit, donc moi c'est Sophie Tissot et je viens donc d'attaquer ma thèse en septembre donc dans l'équipe de Frédéric Thomas et Benjamin Roche. Donc je travaille sur l'écologie et l'évolution de l'interaction aux tumeurs et notamment sur le modèle des hydres. Et voilà, très contente de faire partie de cette nouvelle équipe pour animer les séminaires 2022. Merci Florence, merci Ange. Merci à toi, Sophie. Et moi, je suis Margot Lefebvre. J'ai commencé ma thèse en octobre avec Virginie Rougeron, Franck Prugnol, qui sont partis en Afrique du Sud, et Mickaël Fontaine. Et je travaille sur Plasmodium aussi, sur de la génomique des populations. Et je suis aussi très heureuse de voir ce qu'on va faire cette année pour les séminaires. Et donc, moi, je suis aussi doctorant en première année. Je travaille dans l'équipe EFCO sous la direction de Karen McCoy sur la circulation des pathogènes transmis par les tiques dans les populations de goélands en Méditerranée occidentale. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Célia de Chavannes, donc, qui est chercheuse à l'IRD dans l'unité Mérite à Paris. Elle travaille au Bénin sur les mécanismes liés à la mise en place d'une réponse immunitaire efficace chez les jeunes enfants exposés au paludisme. Je vais laisser la parole. Ok, merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je fais partie de l'unité Mérite, comme vient de le dire. Et puis, donc, je vais vous présenter les travaux que je mène sur l'immunité de l'enfant face au paludisme. Et en fait, j'étudie cette immunité sous l'angle particulier de l'infection maternelle à Plasmodium falciparum. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Ça va bien passer. Voilà. Donc, lors d'une infection maternelle à Plasmodium falciparum, les globules rouges qui sont parasités vont venir se séquestrer au niveau du placenta, ici, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Et en fait, cette séquestration va diminuer les échanges maternaux-fétaux. Et cette diminution va entraîner des facteurs de morbidité et de mortalité importants, tels que pour le nouveau-né, les retards de croissance intra-utérin, l'anémie, le petit poids de naissance et la prématurité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si les échanges sont diminués, il n'y a pas de parasites qui passent la barrière placentaire. Enfin, c'est très rare, le paludisme congénital. Donc, voilà, ça, c'est important à savoir. Cette infection maternelle dans le placenta elle a aussi un impact sur la santé de l'enfant. Donc là, je vous montre une courbe de survie ici, où on peut voir que les enfants qui sont nés de mères infectées font leur première infection palustre plus tôt. Dans cette étude à Toribocito, il y a une seconde étude qui a été menée par Olivier Boisise qui montre que ces enfants qui font leur première infection palustre plus tôt ont aussi un risque de développer plus d'infections palustres suivantes. Donc, il y a un lien entre la première infection et la plus grande susceptibilité aux infections palustres après la première infection. Il y a d'autres études dans d'autres équipes qui ont montré que ces enfants font plus d'infections palustres en général dans leur enfance. Et une dernière étude d'Antoine Rachas, toujours sur Toribocito, qui a montré que ces enfants faisaient également plus d'infections tout venant, c'est-à-dire quel que soit palu ou pas palu, autre chose, ils faisaient plus d'infections en général. Donc globalement, ce qu'on comprend de ces études épidémiaux, c'est que les enfants qui sont nés de mères infectées ont une plus grande sensibilité aux infections en général. Maintenant, en ce qui concerne la modulation de la réponse immunitaire par Plasmodium falciparum, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est connu ou pas? Et en fait, chez l'hôte, un hôte qui va se faire infecter par Plasmodium, qu'est-ce qui se passe au niveau de son immunité au moment de l'infection? Donc là, on a une étude de Kate Dobbs qui a travaillé sur les monocytes et qui montre qu'en effet, au moment de l'infection, on a plein de gènes qui vont s'activer ou qui vont être down-régulés. Et puis, 6 semaines après, chez ces mêmes individus, on a un retour à la base, disons. Et donc, il y a, voilà, au moment de l'infection, il y a une réponse immunitaire qui se met en route et qui revient au niveau basal 6 semaines après. Dans le petit b, là, sur cette figure, on a une autre partie, un autre set de gènes qui, eux, 6 semaines après, ne reviennent pas au niveau basal. Donc, en fait, on a une modulation de la réponse immunitaire par Plasmodium qui persiste dans cette étude 6 semaines après l'infection. Donc ça, c'est chez un hôte qui se fait infecter.
moi, je me place dans le cadre où c'est la maman qui est infectée pendant la grossesse et je veux voir dans quelle mesure cette infection pourrait moduler la réponse immunitaire du nouveau-né et de l'enfant et essayer de comprendre comment cette modulation se met en place. Donc, je vais revenir sur cette courbe pour vous expliquer les différentes problématiques de recherche que je mène. Et en fait, cette courbe elle est particulièrement instructive parce qu'en fait, on voit que ces enfants, ils sont plus susceptibles à la première infection dès le plus jeune âge, dès même les premières semaines de vie. Or, dans les premières semaines de vie, on sait que pendant la grossesse, la maman va générer des anticorps, et notamment des anticorps spécifiques du paludisme, qu'elle va transmettre à son enfant. Et donc, normalement, dès les premières semaines de vie, l'enfant qui vient juste de naître, lui, il a déjà énormément d'anticorps maternels dans la circulation, et donc il devrait être en mesure d'être protégé contre ces infections. Donc là, on ne comprend pas très bien pourquoi ou comment les anticorps maternels ne pourraient pas être en mesure de protéger les enfants. Donc ça, c'est une première étude que je mène. Deuxième possibilité pour expliquer ces différences de courbes, c'est que ça n'a rien à voir avec les anticorps maternels, c'est plutôt les cellules du nouveau-né, les cellules immunitaires du nouveau-né qui sont incapables de générer une réponse contre l'infection. Tout à fait possible. Troisième possibilité, toujours pour expliquer la différence entre ces deux courbes, c'est que chez l'enfant, en fait, l'enfant va naître avec les anticorps maternels qui vont décroître au fur et à mesure des mois qui passent, mais il va générer en même temps ses propres anticorps. Donc peut-être qu'en effet, ici, ce sont plutôt les anticorps de l'enfant qui sont responsables de cette plus grande sensibilité ou susceptibilité à l'infection. Donc on peut aussi décortiquer cette réponse. Et dernier point sur lequel je travaille, c'est après 6 mois, quand il n'y a plus d'anticorps maternels, il n'y a plus que la réponse immunitaire de l'enfant, soit anticorps, soit cellulaire. Et donc là, on voit que ces enfants-là, eux, à cet âge-là, ils sont aussi plus susceptibles. Et donc là, on aimerait savoir pourquoi. Donc, je vais commencer par le premier point, à savoir la protection médiée par les anticorps maternels. Et pour pouvoir travailler, vous expliquer cette partie, la première chose que je dois vous expliquer, c'est comment se passe le transfert d'anticorps maternels. Donc, au niveau du placenta, donc ici, on a un schéma de la première couche cellulaire du placenta, ici, les syncytiotrophoblastes, et puis ensuite, les autres couches ici, qui sont très schématisées. Et on voit ici, de ce côté, le sang maternel, dans lequel est sont contenus les IgG maternels. Les IgG maternels vont être capturés par le FcRn, donc le Fc, c'est la partie basse ici de l'anticorps, récepteur for neonates. Ce récepteur se trouve dans un endosome ici, dans une vésicule, qui va être et donc il va se fermer ici, pH acide, etc., pour que le binding, pour que la liaison se fasse. Et ensuite, les anticorps peuvent passer dans la circulation fœtale. Donc, on sait depuis depuis longtemps, que les anticorps maternels protègent les enfants pendant les premiers mois de vie. C'est une des caractéristiques des anticorps maternels. La question est de savoir si, en cas d'infection palustre maternelle au niveau du placenta, les globules rouges parasités vont venir se séquestrer ici au niveau des syncytiotrophoblastes. Donc, dans quelle mesure cette séquestration ou la présence des globules rouges parasités ne pourrait pas altérer ce mécanisme du transfert d'anticorps? Donc ça, c'est la première question qu'on s'est posée. Et en effet, vous pouvez voir en bleu ici, c'est le transfert en fait, qui a été mesuré ici, d'IgG spécifique de quelques antigènes de stade sanguin de Plasmodium falciparum. Et on voit en effet qu'en cas de paludisme placentaire, ce transfert d'anticorps est réduit. Même, il y a une tendance aussi pour les IgG totales. Ce travail, il est venu confirmer beaucoup d'autres travaux qui avaient déjà montré ça. Après, on s'est intéressé un petit peu plus à la liaison en elle-même, c'est-à-dire ici entre le Fc de l'IgG et le FcRn. Pour cette liaison, il y a 4 acides aminés qui sont impliqués, qui sont toutes dans la partie Fc de l'IgG et dans le CH2 et dans le CH3. Donc, ces deux domaines en dessous dans le Fc. On a 4 acides aminés, dont l'histidine en 435 et l'acide aminé de 436. Et on les voit ici en fait en cristallo. Et quand on regarde les 4 sous-classes d'IgG, on voit que pour l'IgG3,
l'IgG3 possède un polymorphisme, soit une histidine en 435, soit une arginine en 435. Et on sait dans la littérature, ça est largement décrit, que l'histidine 435 a une meilleure affinité pour le FcRn. Donc la question était de savoir en population ce qui se passait, si oui ou non, dans quelle mesure cette histidine était plus représentée chez les mamans, et dans quelle mesure, si les mamans avaient une IgG3 histidine 435, est-ce qu'elles étaient en mesure de mieux protéger l'enfant pendant les premiers mois de vie. Donc, on a mené une étude sur toujours l'enquête de Toribocito. On a montré qu'il y avait 24% des mères de notre étude qui portaient au moins un allèle codant pour l'IgG3 H435. On a aussi montré que le transfert d'anticorps spécifiques, comme vous pouvez le voir ici, était favorisé si les mamans avaient au moins un allèle IgG3 H435. Si le transfert d'anticorps est favorisé, ensuite on a regardé si les anticorps persistaient plus longtemps dans le sang de l'enfant pour pouvoir savoir, pour voir en fait leur durée de vie chez l'enfant. Et on voit en effet que les IgG3 maternelles, quand elles sont porteuses d'une H435, persistent plus longtemps. Mais qui dit persistance dit potentiellement meilleure protection. Et donc ensuite, on a fait pareil, une analyse de survie, et on a regardé si les enfants nés de mamans portant cette IgG3 H435 faisaient plus ou moins d'infections, en première infection plus tôt ou plus tard. Et en effet, les enfants qui sont nés avec une maman H435 font des infections plus tard. On a fait cette analyse, c'est de l'univarié. On a vérifié en multivarié et on voit que le risque de développer une infection est diminué pour les paludismes symptomatiques, c'est important, et ça, c'est indépendant de l'exposition de l'enfant au paludisme et du paludisme à l'accouchement. Donc, pour pouvoir expliquer si oui ou non les anticorps maternels sont protecteurs pendant les premières années la première année de vie ou les premiers 6 mois de vie, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas que ce soit indépendant comme ici du paludisme à l'accouchement. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si oui ou non les anticorps maternels sont protecteurs en fonction du paludisme placentaire pour pouvoir expliquer la différence entre ces deux courbes. Donc, finalement, on a déposé un projet qui s'appelle Transmettre sur le transfert d'anticorps maternels fonctionnels antipalustres. Pour pouvoir tester la fonctionnalité des anticorps, on a choisi de mettre en place un test qu'on appelle la phagocytose opsonique. Alors, comment ça fonctionne? On a des anticorps ici, donc a priori pour nous, ce sera les anticorps maternels, qui vont aller capturer un pathogène, donc ici un globule rouge parasité ou un mérozoïte. Une fois que ce complexe humain est formé, le complexe va se faire capturer lui-même par ce qu'on appelle un Fc gamma récepteur, donc Fc toujours ici, gamma pour IgG et récepteur, qui est exprimé à la surface soit des neutrophiles, soit des monocytes. Une fois que ce complexe est capturé, il va être internalisé dans la cellule. Et c'est comme ça qu'on arrive à tester la fonctionnalité des IgG. Donc, je vous mets une petite photo ici pour vous expliquer un petit peu plus en détail la technique. Donc, on a ici un monocyte avec un mérozoïte. Et donc, ce qu'on imagine, c'est qu'il y aurait des IgG maternels entre les deux, à l'interface entre le mérozoïte et le monocyte. Pour pouvoir faire cette étude, on prend des mérozoïtes, on les purifie, on les marque au BET, on les incube avec les IgG maternels, enfin les IgG qui vous intéressent, et ensuite, on met ce complexe humain en présence des cellules immunitaires, soit une lignée monocytaire qui sont les THP1 comme sur la photo, soit une lignée de neutrophiles qui sont les PBL 985. Et ensuite, on passe en cytométrie en flux. Et on regarde si oui ou non, les neutrophiles ou les monocytes deviennent eux-mêmes marqués au BET. Et comme on peut le voir ici, en effet, il y a un signal ici. Donc là, il y a eu phagocytose opsonique, c'est-à-dire faisant intervenir les anticorps. Donc, c'est dans ce contexte, en fait, c'est cette étude qu'on aimerait mettre en place pour pouvoir voir si les anticorps maternels sont bel et bien fonctionnels chez le nouveau-né. Donc, c'est une étude qui vient d'être financée. Donc, on n'a pas encore les résultats. On les espère pour 2022. Concernant ici, toujours pouvoir expliquer la différence entre ces deux courbes, la plus grande susceptibilité des enfants aux infections, la première infection palustre.
on peut s'intéresser aux cellules immunitaires et la capacité de ces cellules à, oui ou non, générer une réponse contre l'infection. Donc, ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les cellules, la réponse cellulaire, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir. Le premier acteur qui va aller détecter la présence du pathogène chez l'hôte, ce sont les cellules de l'immunité innée et notamment les cellules présentatrices d'antigènes, CPA. Les CPA, une fois qu'ils ont détecté le pathogène, ils vont s'activer et ils vont ensuite communiquer aux cellules TCD4 de s'activer et de répondre contre l'infection. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une genre de cascade cellulaire avec de la communication entre les cellules. Ce qui a été montré chez les mamans qui sont nées de mères infectées ici en hachurée, c'est que certaines de ces cellules présentatrices d'antigènes, ici il y en a quatre types, parfois elles sont activées, ici c'est un marqueur d'activation, mais pas toutes, alors qu'en fait, en cas de paludisme placentaire, on s'attendrait quand même à ce que les cellules du nouveau-né soient activées, puisque là, il y a quand même une infection en cours. Donc là, pas d'activation ou très peu. Ça, c'est une autre manière de regarder le même marqueur. Et ici, le CD86, c'est une molécule de co-stimulation des lymphocytes T, c'est-à-dire ici pour la communication entre les deux types cellulaires. Et là, pareil, pas de différence. Donc, il y a comme s'il n'y avait pas de communication possible avec les lymphocytes T. Donc, dans cette étude, Nadine Fievé a conclu que les cellules présentatrices d'antigènes étaient dites semi-activées. Donc, si les cellules présentatrices d'antigènes sont semi-activées, on comprend bien que les cellules TCD4 ne seraient pas très bien activées, voire pas du tout, et donc que la réponse contre l'infection serait nettement diminuée. Donc ça, c'est l'hypothèse. Il n'y a personne pour l'instant, à ma connaissance, qui a fait cette démonstration de communication ici avec les cellules T. Mais a priori, dans cette étude de Nadine, on a l'impression que les CPA ne sont pas en bonne condition pour pouvoir faire la suite. Par contre, il y a pas mal d'études qui ont travaillé sur les TCD4. Et notamment, il y en a une étude très intéressante d'Indu Malhotra qui a montré que les enfants qui sont nés de mères infectées, j'ai mis la courbe en couleur, ont une réponse CD4-TH1. Donc, les CD4-TH1 sont les cellules qui vont aller lutter contre l'infection. Et là, de ce qu'ils observent, c'est que leur fréquence chez ces enfants est nettement diminuée. Et puis, et en plus, c'est spécifique d'antigènes parasitaires, pas tétanos toxoïdes. Ils ont aussi observé que les cellules CD4T régulatrices, qui, elles, ont pour rôle d'aller moduler la réponse immunitaire, c'est-à-dire si elles sont fortement exprimées, elles vont aller contrôler notamment les TH1 pour essayer d'éviter que le système immunitaire s'emballe. Donc, elles sont là pour contrôler l'emballement de la réponse immunitaire. Mais si elles font ça, elles vont aussi, du coup, favoriser l'infection, parce qu'évidemment, c'est une balance. Et ici, ce qu'on observe, c'est que ces cellules, elles sont beaucoup plus fréquentes chez les enfants qui sont nés de mères infectées. Cette étude, elle est importante aussi parce que ce qu'on observe, c'est que ici, ces dosages, ils ont commencé à 6 mois de vie et ils ont terminé leur étude à 36 mois. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce phénotype ici de faible réponse contre l'infection et forte réponse favorisant l'infection plutôt, est maintenu dans le temps. Donc là, je vous présente une seule étude. Il y a énormément d'études qui ont travaillé sur la thématique et notamment, donc généralement, ce qu'on peut retrouver dans les autres études, c'est que ici, les T-règles qui favorisent l'infection, ça a été globalement validé par plein d'autres études. Par contre, ici, ce résultat-là est un peu plus controversé. Mais dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est qu'a priori, les enfants qui sont nés de mères infectées ont une réponse cellulaire qui est modifiée. Nous, dans le projet qui nous intéresse ici, ce qu'on aimerait faire, c'est répondre à cette question et savoir là, la cascade cellulaire ici, la communication ici entre les cellules, comment ça se passe. Pour les cellules présentatrices d'antigènes, que chez l'homme, on peut avoir en périphérie, circulantes en périphérie, il y a les monocytes dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a les cellules B qui synthétisent des anticorps, et il y a les cellules dendritiques. Et nous, c'est particulièrement intéressé aux cellules dendritiques. On a mis en place le projet Plasticity. Et je vais vous expliquer pourquoi les cellules dendritiques. En fait, ce sont des cellules qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ont un rôle de chef d'orchestre entre toutes les cellules et elles permettent d'aller activer fortement la réponse immunitaire. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'infection?
Quand il n'y a pas l'infection, les cellules dendritiques ne vont pas être activées, comme vous pouvez le voir sur le schéma, et puis elles vont présenter des antigènes du soi, c'est-à-dire des antigènes de l'hôte. Elles vont communiquer aux cellules T de ne pas s'activer et de ne pas attaquer contre l'hôte, c'est-à-dire celui qui porte ces antigènes du soi. Donc, il n'y aura pas d'attaque et il y aura une tolérance au soi. En cas d'infection, les cellules dendritiques vont s'activer et elles vont présenter des antigènes du pathogène, du non-soi. Et elles vont communiquer aux cellules T de s'activer et d'aller attaquer contre le pathogène porteur de cet antigène. Et là, on a une réponse contre l'infection. Donc, les cellules dendritiques sont capables d'enseigner ou de commander aux cellules T et de leur faire la différence entre le soi et le non-soi. Très important ça, parce que finalement, quand il y a une infection à Plasmodium falciparum, l'hypothèse de notre projet, c'est que les cellules dendritiques ne seraient pas activées ou semi-activées, comme l'a montré Nadine Fievé. Elles présenteraient potentiellement, c'est une hypothèse, des antigènes de Plasmodium falciparum. Elle dirait aux cellules T de ne pas s'activer et de ne pas attaquer contre le pathogène qui est porteur de cet antigène. Et là, potentiellement, on aurait de la tolérance au paludisme. Donc ça, c'est l'hypothèse du projet Plasdicity. Pour pouvoir démontrer cette hypothèse, on a 2 points. Le premier point, c'est d'aller voir l'état d'activation des cellules dendritiques des nouveau-nés nés de mère infectée. Donc pour ça, on a fait la cytométrie en flux, donc pour regarder un petit peu l'état basal des cellules au niveau protéique. Et puis, on va faire de la transcriptomique pour aller voir exactement quelles sont toutes les fonctions des cellules dendritiques ici et dans quelle mesure ces fonctions sont altérées quand les cellules proviennent d'enfants nés de mères infectées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on cherche à avoir cette communication. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des cellules dendritiques des nouveau-nés nés de mères infectées, on les a mis en conditions, dans certaines conditions, et ensuite, on les a mis en co-culture avec des cellules T, soit naïves, soit hyperimmunes, donc issues d'individus qui ont déjà été exposés au paludisme. Et donc là, on a un test de fonctionnalité ex vivo. Deuxième objectif du projet, c'est d'aller voir si, oui ou non, ces cellules qui sont dites semi-activées sont bloquées dans cet état et on ne pourra rien faire, c'est terminé, ou si au contraire, elles ont quand même la capacité d'être modulées et d'être activées. Donc là, ce qu'on a fait dans ce deuxième objectif, c'est de leur mettre un petit cocktail d'activation pour provoquer leur activation et provoquer la communication avec les cellules T pour espérer une réponse contre l'infection palustre. Ce petit cocktail, il est composé d'un anticorps qui cible spécifiquement les cellules dendritiques, qui est couplé à un antigène de Plasmodium et d'un adjuvant pour activer les cellules dendritiques. Et ça, en fait, c'est un candidat vaccinal. Donc, pour pouvoir réaliser ce travail, j'ai été affectée au Bénin il y a 1 an et demi à peu près. Donc, le Bénin, c'est ici. Ici, vous avez la capitale économique, c'est Cotonou, avec le laboratoire qui se situe à environ 15-20 km de Cotonou. Et nous, on a travaillé sur 2 centres de santé. On a travaillé à Akasato et à Kpota. On a screené des femmes à l'accouchement. On a screené 335 femmes par test de diagnostic rapide et on en a inclus 57. L'idée était d'avoir environ une 50aine de femmes, 25 négatifs, 25 positifs. Donc au final, et si possible, à parier sur la gesticité, parité, âge ou village. Donc on en a eu 6 exclus et finalement on en a 25 et 26. Ça c'est sur la base du TDR, il va falloir redéfinir ces groupes correctement sur la base de la PCR, de l'histologie et de la stimulation des cellules de sang de cordon, ça c'est une autre histoire. Ici, vous avez pour info la prévalence par TDR au fil des mois de l'étude. Donc, on a commencé le 15 juin, on a fini le 15 novembre. En moyenne, on a eu environ 9% de prévalence par TDR. Donc, je vous donne ici juste des données préliminaires, parce que finalement, le terrain, on l'a fini il y a à peu près 1 mois. Donc, on n'a pas encore analysé toutes les données. Mais ce qu'on observe au niveau des cellules dendritiques, c'est en termes de proportion, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de différence entre les enfants qui sont nés de mères infectées ou non. On a peut-être ici une différence au niveau des CDC2, qui sont un sous-type de cellules dendritiques qui sont particulièrement impliquées dans l'activation des TCD4. Ensuite, on a regardé les marqueurs d'activation et de co-stimulation, exactement comme Nadine Fievé l'a fait plus tôt, comme je vous l'ai présenté. On a regardé l'EH et l'ADR.
on a regardé le CD86, puis j'en ai rajouté un autre, le CD80, qui est une molécule de co-stimulation, tout comme le CD86. On n'observe pas particulièrement de différence entre les groupes, mais ceux qui finalement ont reproduit les résultats de Nadine. Ici, on a l'impression que pour les CDC2, elles ont un peu moins d'HLA-DR, mais ce n'est pas significatif. Et ici, pour les PDC, on a moins de CD80. Et là, pour le coup, c'est significatif. Donc, la diminution de l'expression de CD80 à la surface des PDC, ça va empêcher, en réalité, pourrait empêcher l'activation des cellules T et notamment des cellules T naïves. Les PDC sont spécialisés dans l'activation des T naïfs. Et ce sont des gros producteurs d'interféron gamma. Donc, pour nous, ici, ce sont des résultats qui sont particulièrement prometteurs. Maintenant, on voit qu'a priori, il y a quand même potentiellement quelques petites différences dès la naissance. Donc, dans le sang de cordon, déjà, on observe des différences entre la réponse immunitaire des enfants qui sont nés de mères infectées ou non. La question est de savoir pourquoi cette réponse cellulaire, elle serait modulée dès la naissance. Pour ce faire, on a mis en place un projet avec Arthur qui s'appelle Panama et qui va mesurer ou caractériser l'influence de l'environnement placentaire. Et moi, ce que j'aimerais en retirer de ce projet, c'est faire le lien avec la réponse immunitaire néonatale. Par exemple, on sait que lors d'une infection palustre placentaire, il y a des antigènes qui peuvent passer la barrière placentaire. On sait aussi que de l'ADN parasitaire peut passer la barrière placentaire potentiellement, et les antigènes et l'ADN pourraient moduler la réponse immunitaire du nouveau-né. Mais il y a peut-être d'autres choses qui se passent, probablement même. Et donc, l'objet du projet, c'est d'aller caractériser très précisément cet environnement placentaire. Notamment, donc là, Arthur, lui, il voudrait travailler sur les globules rouges parasités, voir un petit peu quelles sont leurs caractéristiques. On a un volet sur les cellules immunitaires maternelles et on a un volet sur les cellules placentaires, puisque finalement, les cellules placentaires aussi, elles réagissent à l'infection. Pour les cellules immunitaires maternelles, on a 3 compartiments. On a pris du sang périphérique maternel, du sang placentaire qu'on retrouve donc dans le placenta et une biopsie du placenta qu'on a flushé, donc on a enlevé les parasites et on a trouvé également des PBMC qui étaient coincés dans les villosités du placenta, donc en flushant, on les a récupérés. Et c'est ces 3 compartiments cellulaires qu'on aimerait étudier en fonction de oui ou non s'il y a eu infection placentaire. Donc on va marquer les différents compartiments de cellules des femmes infectées et des femmes non infectées, avec des lipides. Ensuite, on pool. Ensuite, l'idée, c'est d'aller faire du site-sec, donc aller voir un petit peu toutes les populations cellulaires qu'il peut y avoir dans ces différents compartiments, de faire du sorting dans l'idéal pour enrichir sur cellules vivantes et potentiellement des NK et des B-cells, des cellules B. Et ensuite, on va faire de la transcriptomique sur toutes ces cellules. En ce qui concerne les cellules placentaires, l'idée était d'aller faire de la spatiale transcriptomique. Pour pouvoir faire ça, on a donc pris une biopsie de placenta qu'on a congelée directement dans la maternité en isopentane dans de l'azote liquide et ensuite qu'on va faire expédier ici pour faire de la spatiale. Voilà, en ce qui concerne les cellules immunitaires du nouveau-né. La troisième hypothèse, pour expliquer la différence entre ces 2 courbes, là, la plus grande susceptibilité des enfants aux infections, c'est que les enfants eux-mêmes ont du mal à produire, en quelque sorte, leurs propres anticorps. En effet, on pourrait se dire que c'est ça qui est responsable de cette plus grande sensibilité aux infections. Donc, sur le papier, c'est bien, mais en fait, en réalité, la mise en place d'une approche pour pouvoir faire la différence ici entre cette courbe et la courbe rouge est assez compliqué, parce que finalement, dans le sang de l'enfant, on a à la fois les IgG de la mère et les IgG de l'enfant, qui sont évidemment très proches. Donc, pour pouvoir faire cette différence, on s'est focalisé sur les polymorphismes qui existent au niveau du FC, toujours ici, le CH2, CH3, les jambes de l'IgG. Et dans ce CH2, CH3, on a quelques petits polymorphismes protéiques qui existent, qui sont symbolisés ici par les acides aminés colorés. Et on s'est notamment intéressé à cette zone ici, qui est particulièrement polymorphe. Et on a fait de la spectrométrie de masse pour aller distinguer les différents IgG.
Donc, chez un individu 1 et chez un individu 2, on a poolé en fait leur plasma et on a regardé si on était capable, oui ou non, par spectrométrie de masse, d'aller retrouver leur polymorphisme propre. Et donc, en effet, dans un échantillon complexe, on a retrouvé ici le peptide WQQGNI pour l'individu 1 et WQEGNV pour l'individu 2. Donc, on est en mesure, a priori, par spectrométrie de masse, de faire la distinction de ces polymorphismes individuels entre plusieurs individus. On a réitéré l'expérience avec cette fois du séquençage génétique en plus pour vérifier correctement, disons, les séquences qui étaient portées par les IgG. Et en faisant du séquençage génétique, on s'est aperçu qu'en réalité, il y avait des allèles qui n'étaient pas décrits dans la base de données IMGT que je vous ai montré ici et qui pouvaient potentiellement être retrouvés en protéines. Et en effet, dans cette deuxième étude, on a mis en évidence trois nouveaux allèles non synonymes donc d'IgG, un pour IgG2 et 2 pour IgG4. Maintenant, ce projet a été soumis à l'ANR, donc essayer de faire la distinction entre les IgG de la mère et les IgG de l'enfant, à la fois d'un point de vue recherche, bien sûr, pour essayer de répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure, mais bien entendu, si on arrive à faire cette distinction, vous voyez bien qu'a priori, on pourrait aussi tout à fait mettre en place un diagnostic sérologique néonatal. Et donc, c'est tout l'objet du projet INIAM. L'idée est d'aller purifier des IgG spécifiques d'antigènes de pathogènes responsables de maladies congénitales. Donc là, pour cette étude, on s'intéresse tout particulièrement à la toxoplasmose congénitale. On va essayer de purifier ces IgG. On va faire un peu de glycosylation et on va essayer de miniaturiser l'approche par MSMS parce que, bien entendu, si on veut pouvoir établir un diagnostic chez le nouveau-né, généralement, les prélèvements qui sont faits, c'est au talon et on a juste une goutte de sang. Donc là, l'idée est d'aller miniaturiser cette approche. Et on va pouvoir faire la démonstration de notre approche sur les échantillons de terrain qui sont déjà collectés. Donc voilà où on en est sur cette partie. Après 6 mois de vie, quelles sont ici les réponses immunitaires qui sont mises en place et pourquoi les enfants qui sont nés de mères infectées sont quand même plus susceptibles de développer cette première infection plus tôt. Alors là, de la même manière, on a regardé à la fois les anticorps et les réponses cellulaires. En ce qui concerne les anticorps, la première chose qu'on a regardée, c'est la quantité des anticorps spécifiques. Donc là, vous pouvez voir, CI, c'est le sang circulant maternel, CO, c'est le sang de cordon à 3 mois, 6 mois, jusqu'à 18 mois. Ici, pour des IgG qui sont spécifiques de AMA1, IgG en gris, IgG1, IgG3. Donc, on voit ici la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. En fait, finalement, on le retrouve tout à fait dans nos échantillons. C'est tout à fait ça, cette décroissance puis recroissance. Et en fait, ici, quand on regarde par rapport à l'infection palustre placentaire, on n'a pas observé de différence en termes de quantité globale sur la réponse anticorps. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nous intéresse? Est-ce que ce n'est pas plutôt, quand l'enfant est infecté, est-il capable, oui ou non, de générer une réponse anticorps? C'est plutôt ça la question. Et quand on a regardé, en effet, en cas d'infection, les enfants qui sont nés de mères infectées sont moins capables de générer une réponse anticorps. Donc, on l'a vu pour certains antigènes des stades sanguins, AMA1 ici, MSP2, etc., MSP3. Ensuite, on a regardé au niveau cellulaire. On a regardé tout un tas de cellules et on a aussi regardé les monocytes. Et c'est là où on a eu le plus de résultats. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les enfants qui sont nés de mères infectées vont avoir tendance à avoir moins de monocytes non classiques. Quand il y a une infection, les enfants nés de mères infectées ou non vont avoir une forte réponse monocytaire, mais ceux qui sont nés de mères infectées, eux, ils ont moins de monocytes. Et en plus d'avoir moins de monocytes, ils ont aussi, ces monocytes expriment beaucoup plus le récepteur ILT4, qui est aussi appelé l'ILR-B2. Et ça, c'est un récepteur qui est inhibiteur. Donc, en gros, ils ont moins de monocytes qui, a priori, sont plus inhibés. Donc là, évidemment, on suppose clairement que cette réponse cellulaire qui a l'air d'être restreinte pourrait être liée à cette plus grande susceptibilité aux infections. Ce que vous pouvez voir aussi dans ce graphique, c'est que ce phénotype cellulaire a été observé à 18 mois de vie, c'est-à-dire donc 18 mois après la naissance, quand l'enfant est né de mère infectée. On a observé la même chose à 24 mois. Donc maintenant, la question à laquelle on aimerait répondre
dans le futur, c'est quels sont les mécanismes qui sont responsables de cette réponse immunitaire qui est maintenue dans le temps. Voilà. Donc, j'ai fini ma présentation. Je voulais terminer sur les différents équipements au laboratoire qu'on a au Bénin. Donc, on a une salle d'immunologie qui est plutôt bien achalandée avec un lecteur ELISA. On a un Luminex, un ELISpot et un cytomètre flux. On fait aussi du membrane feeding essay. Vous pouvez avoir Aziz ici qui est en train de lire pour voir s'il y a des oocystes. On a une salle de culture avec 3 hôtes et 2 incubateurs. Et on fait notre propre production d'azote pour pouvoir conserver notamment nos cellules. On a aussi une plateforme de biologie moléculaire, qPCR, séquenceur. Ici, c'est un séquenceur Sanger et on va bientôt recevoir un séquenceur NGS Illumina. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ici, ce sont toutes les personnes qui participent à ces projets, parce que bien entendu, c'est un travail d'équipe. Donc, on a pas mal de personnes de mérite, bien sûr. Le CERPAGE, c'est le labo au Bénin. On a notre partenaire principal qui est Achille Masuboji. Ici, les personnes de MIVEJEC avec lesquelles je travaille. Les personnes de l'Institut Cochin avec lesquelles on va mettre en place des projets sur la réponse cellulaire des enfants. Le SPCI, c'est le projet IGNAM avec lequel, qui cherche à miniaturiser la spectrométrie de masse. Le Staten Serum Institute, ce sont les partenaires qui nous ont permis de faire la phagocytose opsonique. Elodie Segura, qui est une spécialiste des cellules dendritiques. Kate Dobbs, qui est une spécialiste des monocytes. Et puis Zaineb Kamoun, qui, elle, nous a permis de mettre en place le petit cocktail qui stimule les cellules dendritiques. Et l'équipe de 3P5, qui sont aussi des personnes qui font de la spectrométrie de masse avec lesquelles on a pu faire les distinctions des polymorphismes individuels. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là. Ben, merci Célia. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Alors, je donne la parole. Il y a Sophie qui est là. Vas-y, Sophie. Ah bon, pardon, excuse-moi. Non, mais j'ai aussi une question. Okay. Oui, alors je ne sais pas si c'est très pertinent ou quoi que ce soit, mais je me posais la question s'il y avait un lien entre la force de l'infection et la date de début d'infection. Parce que je me dis peut-être qu'il y a une réponse qui est différente entre pour un enfant si la mère était déjà infectée avant la grossesse ou si elle a été infectée pendant la grossesse et qu'il y avait peut-être, je ne sais pas, une sorte d'effet croisé que si elle était plus fatiguée, elle pouvait investir peut-être moins de ressources dans l'enfant et que la réponse était peut-être différente. Eh bien, en fait, c'est une excellente question. Et c'est un gros problème qu'on a parce que finalement, ça donne énormément de diversité dans la réponse chez le nouveau-né. Si on n'arrive pas à caractériser correctement cette infection chez la maman, notamment soit avant la grossesse, mais bon, c'est un peu compliqué à mettre en place ce genre d'information, soit pendant la grossesse, il faudrait prendre en considération en fait le moment de l'infection pendant la grossesse, c'est-à-dire premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, et puis aussi la magnitude, la force de l'infection, comme tu dis, pour essayer vraiment de faire. Et a priori, les gens pensent que globalement, ces 2 paramètres sont très importants pour l'issue au niveau de la réponse immunitaire néonatale. Par contre, voilà, donc il faudrait, pour pouvoir répondre à cette question, il faut pouvoir faire un suivi longitudinal des femmes enceintes, le plus tôt possible de préférence, voire même avant conception si c'est possible, et voir l'impact sur la réponse immunitaire. Du nouveau-né, c'est une chose, et de l'enfant surtout, ça c'est le mieux. Donc non, en fait, c'est une excellente question, tout le monde cherche à savoir. D'accord, merci beaucoup. Quelle autre question? Oui. Arthur, tu as une question? Ouais, je suis dans la même salle que Célia, je vais essayer de parler fort. Moi, ma question, c'est est-ce que c'est spécifique à une infection de palustre, cet effet sur les nouveau-nés, ou est-ce que d'autres infections chez la femme enceinte, ça peut éliciter la même sensibilité accrue aux infections? Alors, je pense que c'est sans doute pas spécifique du paludisme. Je dirais que c'est plus une question de parasites en général. Et par contre, je ne pense pas que, par exemple, des infections virales ou bactériennes, ça puisse générer cette tolérance-là ou cette modification de la réponse immunitaire. Non.
Et j'ai une deuxième question. Là, j'essaye de faire de l'immuno, mais j'y comprends rien. Est-ce que tu as montré que les monocytes étaient réprimés, mais aussi qu'il y avait plus de Tregs qui pouvaient réprimer la réponse TH1? Donc, est-ce que les Tregs, ça peut moduler les monocytes? Est-ce que les Tregs peuvent moduler les monocytes? Oui, oui, en fait, toutes les cellules communiquent tout le temps ensemble. Donc, en effet, quand il y a des Tregs, ils vont potentiellement aller... il y a potentiellement des boucles rétroactives qui vont permettre de maintenir, de favoriser l'infection et de maintenir une réponse immunitaire faible. Donc, l'idée après, c'est de comprendre exactement comment ça fonctionne et qui initie quoi pour pouvoir éviter, dans l'idéal, le stopper. Mais on n'en est pas là. Ouais. Oui. C'était super intéressant. Je reviens sur ce que tu disais au début sur les IgG3 et le polymorphisme H435 qui se transmettait particulièrement bien de la mère à l'enfant. Oui. C'est un polymorphisme génétique qui est, on va supposer, plus prévalent en Afrique et dans les zones endémiques. Nous, on a trouvé que 24%, finalement, ce n'est pas si prévalent. D'accord. Bon, c'est déjà Mais pas mal par rapport à... c'est déjà pas mal. Après, on a Et pratiquement en pas Europe, de... combien, par exemple? En Europe... Ah, j'avais regardé, je ne m'en rappelle plus. Non, je ne me rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Okay. Et on ne sait pas s'il y a un lien avec d'autres maladies? Je ne suis pas sûre que les gens aient vraiment trop regardé quelle était l'origine, disons, de ce polymorphisme-là. Je ne sais pas trop, non. Okay. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, si je peux compléter quand même la réponse, en fait, il y a quand même certaines personnes qui disent que la réponse IgG3, elle est très forte. Donc, c'est pour ça qu'on aurait une faible quantité d'IgG3 dans le sang pour essayer de ne pas trop emballer la réponse immunitaire. Le fait que les IgG3 portent une H, ce serait encore plus fort parce que finalement, ça permet à la fois d'être mieux transmis, mais surtout de persister plus longtemps dans le sang de l'enfant. C'est plutôt ça l'intérêt. Et chez les adultes, c'est la même chose. L'IgG3H persiste plus longtemps de par son affinité pour le FcRn. Ça intervient dans le catabolisme des IgG, ça protège les IgG du catabolisme. Donc, potentiellement, ce n'est pas si prévalent, même en cas de fortes infections, parce que ça serait trop déséquilibré si vraiment on avait tous que des IgG3H. C'est une théorie. Moi, j'avais une question plus pratique. Sur le terrain, comment vous diagnostiquez la malaria chez les enfants dans vos cohortes? Est-ce que vous faites appel à des médecins Alors, là, dans cette cohorte, en l'occurrence, on a travaillé chez les femmes enceintes. Bon, de toute façon, c'est la même chose. Donc, en termes de diagnostic, là, sur le terrain, on est obligé de passer par des TDR parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, c'est les tests de diagnostic rapides qui permettent d'avoir la réponse en 15 minutes, en fait. Donc, c'est très simple. Et après, par contre, c'est pas très sensible. Et puis, il y a quand même quelques inconvénients du TDR. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est du screening avec TDR sur le terrain, parce que ça, c'est logistiquement tout à fait faisable. Et derrière, au labo, on recaractérise les groupes et on fait des PCR et de l'histologie pour le placenta. Ça, c'est le gold standard, donc on est obligé de le faire. Et voilà, donc on est plus précis au labo. Mais sur le terrain, on screen en TDR. C'est ce qu'il y a de plus simple au lit du patient. Ouais, Karen? Oui, j'avais juste une petite question. Merci beaucoup pour la présentation. C'était super intéressant. Mais bon, je ne suis pas très fort en immuno non plus. Mais j'étais juste curieuse, est-ce que vous suivez aussi l'infection, d'autres infections autres que la palu? Donc, est-ce que ces enfants sont plus susceptibles à n'importe quoi dans l'environnement ou est-ce que c'est spécifique au palu? Alors, longtemps, les gens ont cru que c'était que spécifique au palu. Et finalement, c'est que récemment qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout spécifique au palu. En fait, ces enfants, ils sont plus susceptibles, point. Ils font plus d'infections à plein de choses. Et là, ça change, au niveau immunitaire, ça change la donne. Et ça devient beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus intéressant parce que ça aiguille, disons, la question sur la réponse innée qui, elle,
justement, elle n'est pas spécifique. Donc, du coup, on peut aller un peu plus loin sur la réponse signée pour voir un petit peu ce qui se passe. Super, merci. Margot? Oui, c'était un peu pour rebondir sur la question de Sophie. Il y a des cas de co-infection par plusieurs espèces de plasmodium. Est-ce que ça a un effet, justement? Alors, c'est une bonne question. Probablement que ça a un effet, mais je ne maîtrise pas trop l'effet en lui-même. J'ai pas regardé, moi personnellement, j'ai pas regardé ni la biblio, ni même dans mes études ce que ça donne avec Malarié au Valais, par exemple. D'accord. Donc, je ne peux pas te répondre. Mais probablement quand même que ça a un effet. Ok, merci. Est-ce qu'il reste des questions? Il semble que non. Merci Célia, c'était très clair, très intéressant. Merci à tous d'avoir assisté au dernier séminaire de l'année 2021. Ah, pardon, il y a une question d'Arthur. Ah non, c'est un applaudissement encore. Désolé. J'ai du mal à différencier les mots. Donc, merci d'avoir assisté à ce séminaire. Le prochain devrait avoir lieu le 6 janvier. Pour l'instant, il n'y a personne qui s'est manifesté pour présenter vos travaux. Donc, si vous êtes intéressé pour présenter vos travaux, une technique, n'importe quoi qui pourrait intéresser des personnes au sein de l'UMR, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos mails sur le mail qu'a envoyé Florence dans l'après-midi, enfin hier. Voilà. Des choses à rajouter? Non, on va vous laisser aller manger. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci pour l'invitation. Merci.